Salut gourmets et gourmettes. Cette semaine, je vous entraîne sur la voie lactée des pâtes pressées et persillées. Bienvenue à l'univers du fromage, une nouvelle crèmerie du 12e arrondissement. De quoi en faire tout un fromage? On vous dit ça dans un instant. De Méditerranée ou d'Atlantique, en boîte ou en direct des petits bateaux, la sardine fraye sur toutes les tables. Du bistrot au gastro, Paris se sert-il pour ce petit poisson? C'est la très bonne question. Pour ma table de la semaine, je vous emmène faire un déjeuner de dessert. Direction le Haut-Marais chez Descens, le premier restaurant gastronomique de cuisine du sucré. Ce Descens a-t-il du sens? Réponse tout à l'heure. Dans le quartier Nation, Mina file se faire un snack chez Smack, un nouveau comptoir qui fait la popote dans de petites boîtes. Notre street foodista nous dira si ce Smack est langoureux. Dans le coin de la Madeleine, notre bec sucré Elvira se pose à l'hôtel Burgundy. Ce palace revisite les classiques de la pâtisserie à l'heure du goûter. On verra si ce tea time est sa tasse de thé. Vous avez l'estomac bien accroché? C'est parti! Mon panier passe au fromage. Métro Faidherbe-Chaligny, je remonte un brin de la rue Faidherbe, je bifurque à droite, rue Chanzy, et je tombe sur une toute nouvelle constellation verte, l'univers du fromage. Une boutique qui compile toute la galaxie fromagère. Le maître de cet univers, Stéphane Promat. Vous collectionnez les fromages du monde? Pour l'instant, je me suis un peu concentré sur les fromages français, suisses, hollandais, italiens et anglais. Et après, en un second temps, essayer d'accroître un peu la gamme. Et ici, la grande majorité des pâtes sont au lait cru. C'est justement ce qui fait un peu cette personnalité, cette différence par rapport à un fromage au lait pasteurisé où on est sur un goût un peu plus constant, quoi, en fait. Vous nous faites un tour du proprio? Donc ici, vous avez l'ensemble des fromages de chèvre, plus un fromage de brebis qui est le Pérail des Cabasses. Il y a aussi une armoire d'affinage. Là, c'est tout le stock des pâtes pressées non cuites et pâtes pressées cuites. On retrouve de l'abondance, du Beaufort, du Comté, des tomates de chèvre et de brebis qui viennent de Savoie, des Saint-Nectaire, des tomes, de l'étivan, gruyère suisse. Et de l'autre côté... J'ai mis l'essentiel des pâtes persillées de ce côté-là. Donc le roquefort, la fourme d'Ambert. Et après, toutes les pâtes pressées cuites de montagne. Et sur l'extrême droite, on retrouve les pâtes pressées cuites au lait de brebis. Et en dessous, on va retrouver aussi des tomates de brebis, tomates de chèvre et du chevretin. Chevretin qui est comme un reblochon, mais au lait de chèvre. J'aimerais choisir 3 de vos pâtes. Vous me proposez quoi? On va essayer de varier sur les types de pâtes ou le type de lait. Donc déjà, moi, si on reste ici, ce côté vache, il y en a un qui est très sympa et très agréable, ce serait la Manigodine, qui est un fromage assez crémeux, très agréable en bouche, et un peu plus prononcé que le reblochon, et moins coulant, qui vient de la ville de Manigot. Massif des Aravis, Haute-Savoie. La tomate de brebis, qui vient de Savoie, qui peut être agréable aussi à accompagner d'une bonne pâte de coin, bien sucrée. Un dernier? Pour être cohérent, on va faire un fromage de chèvre. Donc là, mon coup de cœur sur les fromages de chèvre, c'est le Mottès sur feuille en ce moment. Ce fromage-là, qui est de Sèvres, bien crémeux, qui est un vrai délice. 3 spécialités qui sortent clairement des fromages battus, un bon point. On emballe, on pèse, je passe à la caisse. Total 24,42 €. Stéphane m'offre même la pâte de coin. Je file rue de la Trémoille avec une petite idée derrière la tête. Halte à l'hôtel de la Trémoille, je vais faire goûter à l'aveugle mon plateau à Jean-Charles Carman, un chef qui en connaît un rayon sur le fromage. Là, on est dans quelque chose de vrai. On est dans quelque chose qui est engageant et qui donne envie de goûter. On a des croûtes qui parlent, on a des intérieurs qui parlent, qui font transpirer un travail de fromager. Jean-Charles s'attaque à la tomate de brebis. Et je trouve que c'est plutôt pas mal réalisé. C'est agréable au goût aussi, c'est agréable au nez. Pour moi, c'est un fromage assez sympa, ouais. C'est un fromage qui passe bien. Et avec cette drôle de pâte, on a envie de dire que c'est de la pâte de coin. Bien joué. Ça marche parce qu'on trouve dans cette tomate un piquant qui peut être dérangeant. Je conseille quand même de la goûter seule, de lui donner sa signature. Une idée de l'origine? Ça me semble pas être un basque, c'est peut-être plus une tomate de plateau, je pense. De Savoie, re-bien joué. Allez, le Mottès sur feuille. On est sur un chef de cave parce qu'on a cet affinage sur cette feuille et là on va s'apercevoir que les croûtes ne sont pas les mêmes. Là on a quelque chose de plus humide que de l'autre côté, on est un peu plus sec. On a une vraie odeur franche, on ne devrait pas être loin du Poitou, Poitou-Charentes,
parce qu'on reconnaît cette espèce de fraîcheur. Et oui, les Deux-Sèvres, encore bien joué. C'est un joli travail, bel affinage, bon goût en bouche, un palais de lait de chèvre, quelque chose qui est franc, il n'y a rien de caché, c'est onctueux, c'est doux, c'est crémeux. J'aime beaucoup ce fromage. Le dernier, la Manigodine. Quand on s'approche de fromages de ce type, on a inconsciemment envie de penser à un Vacherin Mont d'Or. Pourquoi? Cette bande d'aubier qu'on va retrouver autour du fromage, qui a pour action d'apporter de l'humidité au fromage s'il en manque, bonne odeur et bon goût en plus. Je suis un peu décontenancé par cette dernière dégustation. Est-ce que j'ai envie de pousser l'affinage? Oui, peut-être. Est-ce que j'ai envie de quelque chose de plus coulant? Sûrement. Si je vous dis 6,50 € le motet, pareil pour la Manigodine et 11 € la tomate de brebis, c'est un bon rapport qualité-prix? Moi, je le mettrais en numéro 1. Ici, probablement en numéro 2. Celui-là me plaît beaucoup. Peut-être un poil trop cher. Le plateau vient de l'univers du fromage, le spécialiste est-il séduit? Il est vrai que j'en connais plutôt pas mal et que là, je me suis fait surprendre par des choses que je ne connais pas. On voit qu'il y a une vraie sélection, il y a une envie de faire découvrir. Oui, j'irai voir cette personne, bien entendu. Des pâtes, bonnes pâtes et bien sourcées, pour l'univers du fromage rue Chanzy, eh bien, un très bon. On met en boîte la très bonne question. De Bretagne, de Galice ou de Méditerranée, la sardine est prise dans les filets de la cuisine et pointe le bout de sa nageoire sur les tables parisiennes. Ce poisson qu'on dit pauvre retrouve même ses écailles de noblesse au restaurant. Depuis la boîte de conserve jusqu'à l'assiette gastronomique, Paris se sert-il pour la sardine? La pêche démarre, boulevard de Port-Royal. D'un pas chaloupé, on vogue vers la petite chaloupe, une échoppe tournée vers l'Atlantique, très puxi sardinophile. À la barre, Alain Boutin. La conserverie, c'est d'abord la sardine? Les conserveries font avant tout la sardine parce que sur la région de la Bretagne, on a les dernières conserveries artisanales qui travaillent sur le poisson frais à la main. L'image de la conserverie de poisson en France, c'est la sardine. Le thon est venu après. En Espagne, on a l'anchois, on a le thon. Et aujourd'hui, c'est même un produit de luxe. C'est devenu un peu luxueux, un petit produit à la mode depuis une dizaine d'années. Grâce notamment à la tendance de la conserverie espagnole. Elle est très bonne d'ailleurs. Après, en termes de prix, c'est un peu n'importe quoi. Vous collectionnez combien de références? Une petite centaine, je pense, à peu près. Ça peut augmenter, parfois ça diminue parce que j'ai des millésimes anciens aussi. On millésime les sardines? Oui. Absolument, on millésime des conserves, même si c'est un terme qu'on a repris au monde du vin, c'est justement le fait que le produit continue d'évoluer dans le temps. On précise que c'est millésimé de telle année ou telle année. On fait aussi de la mini sardine, c'est vrai qu'on connaît ça un peu maintenant parce qu'en Espagne c'est beaucoup pratiqué. Mais je précise une chose, on ne pêche pas de la juvénile, donc c'est pas du bébé sardine qu'on prend, c'est vraiment un type de poisson petit. Et Alain nous ouvre quelques boîtes. Des sardines à l'huile de colza, à l'huile d'arachide, une boîte millésimée 2009, sans oublier les mini sardines françaises. On goûte la sardine à l'huile de colza, la plus neutre, qui révèle un bon goût de poisson. À l'huile d'arachide, la méthode la plus ancienne, mais aussi la plus rustique. La sardine millésimée qui a légèrement confit. Et enfin, le petit calibre en direct de Vendée qui n'a rien à envier à sa cousine ibérique. On poursuit la pêche le long du canal Saint-Martin, quai de Gemap. On file chez Aikai, un nouveau restaurant au penchant marin. À sa tête, Amélie Darvas. Aikai, Kezako. Aikai, c'est la poésie japonaise. On dit plus souvent le haïku, qui signifie pour nous la simplicité, la justesse et la précision. Les maîtres mots de votre cuisine. Une cuisine simple, basée sur le produit, surtout le respect des produits, des gens qui travaillent derrière tout ça. Et, voilà, une cuisine d'arrivage surtout. Et le dernier arrivage est en conserve. On travaille sur la sardine de Galice et c'est une sardine millésimée donc, qui a été mise en boîte il y a quelques années, calibrée, sans arrêt, vraiment un produit magnifique. Vous la servez comment, cette petite pépite en boîte? Un petit peu de beurre, pour moi du beurre avec un peu de citron vert dessus râpé, un peu de fleur de sel, un très bon pain et puis voilà, tout simplement. Waouh, de la sardine fraîche. C'est le début de la sardine, donc de mi-avril à octobre. Ici, on la pêche en Bretagne. Donc un ami à moi qui tous les jours en fait m'envoie des messages pour me dire
qu'est-ce qu'on aura demain? La sardine, c'est encore un poisson pauvre? Un peu dévalorisé en fait, alors que c'est un poisson très très bon et qu'on peut anoblir facilement finalement. De quelle façon? Je l'aime entière, grillée, tout simplement. Voilà, grillée comme si on était au marché, les odeurs, voilà, les légumes qui vont avec. La sardine grillée, c'est en cuisine que ça se passe. Je fais une vinaigrette à base de févette, de péquillos, de citron confit au sel, un peu d'huile d'olive, un peu de sel de Maldon et un peu de piment espelette. Je fais une petite harissa maison pour relever un peu le côté gras, le côté févette, huile d'olive. Cette harissa est à base d'oignons nouveaux, un tout petit peu de concentré de tomate, un peu de tabasco, voilà, mais tout ça toujours en légèreté. Et on obtient une assiette à mi-chemin entre la Bretagne et la Méditerranée, une sardine rafraîchie par les piquillos, le citron confit et boostée par cette harissa légère. On reste au bord de l'eau, avenue de New York, direction Antoine, la table du finaliste de Top Chef 2014, Thibaut Sombardier. C'est très délicat, je la travaille surtout à cru ici, enfin cru mariné quoi, dans des petites marinades instantanées. C'est un produit que j'affectionne parce que je trouve ça tellement beau, le côté argenté, luisant de la sardine, et c'est tellement fin en bouche. Et pourtant, on ne la considère pas comme un poisson noble. Oui, c'est sûr que c'est un poisson pauvre parce que dessus il y a un petit peu de travail quand même, à moins de les griller tout simplement, mais bon c'est vrai que ça dégage une odeur assez... à Paris c'est difficile quoi, d'en faire chez soi, il y a moyen d'embêter un peu tout l'immeuble. Mais oui, c'est considéré comme un poisson pauvre, c'est sûr, ça coûte 4-5 € le kilo, ça coûte rien. Il y a très peu de pertes dessus, un peu de boyau, la tête. Mais ouais, les chefs l'affectionnent parce que c'est la couleur et le goût accru, c'est absolument magnifique. Et un produit qu'on peut décliner. Et c'est un poisson qui se travaille très bien même. On peut faire des rillettes, des mousses avec de la sardine marinée, avec une pointe d'orange dedans, c'est hyper bon. Ou alors des fois on la grille à peine avec un chalumeau dessus. Pour avoir entre le mariné et le cru, on a des textures aussi qui sont intéressantes. Direction les fourneaux pour le striptease de la sardine. À partir de là, nous on va les passer 5 minutes au sel. Donc on va mettre sel fin au-dessus, en dessous, 5 minutes. Et après on va les mettre dans une petite marinade, vinaigre blanc, eau, sucre. Du citron vert, zesté minute. Ça va lui ramener encore de la fraîcheur. C'est un blanc d'œuf qu'on a cuit dans une demi-sphère. Après la farce mimosa dessus. Et du jaune d'œuf passé au sel et séché. On remet après comme de la poutarde en fait. Une asperge bien calibrée, escortée par les œufs mimosa et sertie d'argent. Les petites échalotes un peu vinaigrées, tout ça c'est bon dessus. Ça met un peu de couleur au lieu de mettre une fleur, une petite échalote rose comme ça. On nappe de la traditionnelle vinaigrette et on obtient une belle composition de saison, le croquant de l'asperge, la finesse de la sardine et des pommes de terre à couper le souffle. Cette étoilée d'Antoine détonne. On récapitule, le poisson le plus populaire n'est plus mis au banc par les chefs cuisiniers. Il devient même un petit bijou en boîte. Un peu de décence, c'est la table de la semaine. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans le Marais avec la journaliste gastronomique Caroline Mignot. Je la convie à une expérience insolite. Ça se passe rue des Archives, au numéro 74. On tombe sur une devanture anonyme, tout en volute. Bienvenue chez Descens, premier restaurant gastronomique de cuisine du sucré en France. Pas d'entrée, plat, dessert, mais dessert. Fallait quand même oser. Descens, le choc ou le flop d'essence? Suivez-nous. En entrant, on est moins dans un salon thé que dans un vrai bistrot contemporain, enveloppé de bois clair jusqu'au plafond, avec des tables noires, des chaises signées Gariche et un comptoir en granit. C'est justement ici qu'on s'installe, histoire d'assister au stand-up du chef pâtissier Christophe Boucher, un vrai caïd du sucré. Il est 14h, c'est le début du service. Pour le mode d'emploi, il faut s'y reprendre à deux fois. Il y a les desserts de saison, les desserts gourmands, c'est-à-dire un peu plus pâtissiers, les menus sucrés, et ouf, quelques assiettes salées. Je me tourne vers une dégustation sucré-salé à 42 € avec une assiette salée et 3 desserts. Caroline Mignot opte pour un dessert de saison accompagné d'un amuse-bouche et de mignardises. Au fait, Caroline, tu te présentes? Journaliste gastronomique pour la presse. J'ai également un blog qui s'appelle Table à découvert sur lequel je mets en ligne mes chroniques de restaurants et de photos. Et Caroline est un sacré bec sucré. Et donc là, j'ai préparé un guide des meilleures pâtisseries de Paris qui sortira en septembre aux éditions du Chêne. Ça te fait quoi d'être dans un restaurant entièrement dédié au dessert? Je trouve que c'est une bonne idée, je suis assez curieuse. Les premières assiettes roulent jusqu'à nous sur les chapeaux de roue. Pour Caroline, attention, on prend sa respiration. Émulsion wash et wasabi, nashi mariné au citron vert, crème glacée à la pomme, éclat, noisette et amande. Le résultat est qu'à chaque cuillère,
On a une petite surprise, on tombe soit sur un petit morceau de fruit, soit sur un petit peu de crème glacée à la poire, et c'est vraiment bon. De mon côté, veau séché et asperges, j'ai intérêt à en profiter, c'est la seule exception salée de ce cérémonial. Quoique, cette glace vert tendre, c'est en fait une crème anglaise infusée à l'ail des ours et givrée. Une douceur heureusement contrebalancée par un coulis très tonique au capre et à l'estragon. Ces asperges vertes viennent d'Argenteuil en banlieue parisienne, elles sont impeccablement croquantes et s'entendent comme larron en foire avec ses lamelles de veau séché maison et légèrement fumées au sapin. Un tableau printanier bien huilé, très bon pour le duo veau-asperges. Pour accompagner notre dégustation, un verre de l'Angelou, un blanc pétillant naturel produit à Castelnau de Montmirail. C'est frais, acidulé, on pourrait presque le comparer à un excellent cidre bouché. Pour Caroline, un bissap maison, soit une décoction acidulée d'hibiscus avec quelques notes de menthe et de gingembre. On enchaîne avec mon premier dessert, burrata moutarde. Si, c'est l'histoire d'une quenelle de burrata en direct des Pouilles, confortablement installée sur un duo de sorbet à la feuille de moutarde verte et pourpre. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner en bouche? Vous savez quoi? Ça marche! Le crémeux de la burrata à peine salé, mêlé à la verdeur légèrement piquante du sorbet à peine sucré, avec les notes stridentes de l'orange sanguine confite, c'est terrible. Cette petite poudre orangée, c'est de la moutarde de Dijon qui électrocute l'ensemble. Très bon pour ce burrata moutarde orange sanguine. Pendant ce temps-là, dernière touche au dessert de Caroline, fraises marinées, pickles de radis noir, persil glacé et émulsion de fromage blanc. J'aurais pas envie de dire que c'est un dessert, quoi. C'est une assiette un peu ovni, ni salée, ni sucrée. C'est vrai que c'est pas des compositions qu'on a l'habitude du tout de voir en pâtisserie. C'est très surprenant. Et je lui pique la petite surprise du chef, le bonbon acidulé à la fraise maison qui vous replonge dans la sensation des rouleaux qui piquent qu'on achetait chez la boulangère. Mon deuxième dessert, un accord poire et cerfeuil tubéreux. Oui, le fruit et le légume dans un duel aux lames acérées. Ce sont des meringues au cerfeuil qui apportent du croustillant et le reste est finalement très pacifique, voire carrément complice. La poire, en quartier cuit et en compote, se marie à merveille avec les notes racinaires et suaves du cerfeuil tubéreux. Il dégage presque des notes de châtaigne. Le yaourt grec, légèrement salé, pencherait presque vers la feta. Étonnant. Le chef brouille nos repères sans jamais perdre l'équilibre. Un très bon. Troisième dessert, autour de la betterave. Le tubercule se décline en perles gélifiées, en chips, en pousses fraîches et accorde sa petite musique terreuse à la rondeur d'un nuage au chocolat blanc. On monte dans les aigus avec un sorbet au gingembre et une compotée de canneberge. Une orchestration harmonieuse, un bon pour la betterave. Ce tour de force s'achève par la belle prouesse de l'omelette norvégienne en direct. Des coups de poche à douille, une séance d'UV au four et le spectacle pyrotechnique du flambage. Bon, l'omelette arrive avec quelques coups de soleil, la carapace neigeuse a un goût étonnamment fumé, renforcé par le flambage qui s'est fait au whisky japonais. À l'intérieur, un biscuit chocolat, de la glace vanille et un cœur coulant de caramel au beurre salé, une vraie bombe. Très costaud en whisky qui est bien contrebalancé.